toujours en direct de la Japan Touch Arrow Geek Touch. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur la chaîne Asie Expo TV. On commence ce matin la première table ronde avec nos invités Christian Bride. Bonjour Christian. Bonjour Caroline. Et Alexis Trappé. Bonjour Alexis. Bonjour Caroline. Donc on va parler ensemble de la high-tech et la robotique et la place de la high-tech dans la geek culture, puisque finalement vous donnez vie à quelque part un peu de science-fiction en fait. De la science-fiction qui devient réelle tous les jours. Absolument. Donc on va commencer par vous présenter un petit peu, puisque donc vous Christian, vous êtes de la Société lyonnaise des inventeurs. Tout à fait, c'est la plus ancienne association d'inventeurs de France, créée en 1894 par les Frères Lumière. J'étais pas là, je précise. Et donc aujourd'hui on accompagne les inventeurs du début à la fin, c'est-à-dire de leur idée jusqu'à la liaison avec une PME éventuellement si c'est valable. Donc concrétiser vraiment les projets un peu fous. On essaye d'aller jusqu'au bout. On a créé une commission communication, c'est pour ça que nous sommes à la Geek Touch. Et nous avons créé une commission aussi PME Innovation, parce que l'inventeur français il est perdu dans une jungle qui vaut bien les jungles birmanes. Et vous Alexis, vous êtes de la robotique des ingénieurs de Roanne. Alors c'est ça, moi je suis étudiant à l'école d'ingénieurs de Polytech Lyon. Je suis en système industriel et robotique. Un petit peu plus près le micro, c'est possible. Je suis en système industriel et robotique et dans cette filière, on a l'occasion de faire partie d'une association de robotique, donc le RIR, qui a pour objectif d'emmener au moins chaque année un robot à la Coupe de France de robotique. Ben, on va en reparler un petit peu. Oui. Et j'ai oublié justement un détail, c'est qu'on accueille même maintenant des étudiants qui sont sous statut étudiants-ingénieurs ou étudiants-créateurs d'entreprise et qui nous rejoignent à l'AS d'Inventeurs pour breveter ce qu'ils sont en train de faire. Et justement, comment ça se passe pour vous donc, dans la Société lyonnaise des inventeurs? Comment est-ce qu'on peut venir avec son projet? Comment est-ce qu'on vous rencontre? Alors, nous sommes au double mixte, en plein milieu de la fac de la Doua, 3e étage. Les gens prennent rendez-vous. Nous avons une permanence le lundi après-midi à partir de 14 h. Nous recevons les inventeurs à raison de 45 à 50 minutes chacun. Qu'ils aient déjà déposé un brevet, pas déposé de brevet, juste une idée. Et on leur donne une méthode de travail. Parce que créer un brevet, c'est une bonne chose, mais il faut créer quelque chose de sérieux. Nous avons aussi des prestataires, des conseillers en propriété industrielle qui travaillent avec nous. Notre secrétaire général est un avocat à la retraite. Donc on couvre absolument tout le champ. Et dans le cadre donc, de ce développement de brevet, après les gens passent à un autre stade lorsqu'ils ont leur brevet. On les reçoit à la commission PME Innovation s'ils le veulent. Nous avons un adhérent, M. Butin, qui vient de créer une bêche automatique. Le problème, il faut la faire fabriquer maintenant, il ne va pas la faire tout le temps dans son garage. Et oui. Donc on va jusqu'au bout, on va jusqu'aux entreprises. Et pour les étudiants, c'est le même circuit, hormis qu'on s'adapte, on est obligé de s'adapter au monde étudiant, comme on est obligé de s'adapter à l'inventeur, je dirais, de base. Voilà. D'accord. Et vous, alors, au RIR, comment est-ce qu'on intègre cette association étudiante? Alors pour l'intégrer, il suffit juste de rentrer dans l'école. Donc c'est une école qui s'obtient par concours quand on vient de classe préparatoire. Pour les diplômes de DUT, il suffit juste de passer un entretien. Donc à partir de là, une fois qu'on a intégré la filière, chaque étudiant est libre d'accepter ou non de faire partie de l'association. Rien n'est obligatoire et puis bon, c'est un hobby, ça permet aux gens qui sont sur Roanne, parce qu'on est sur Roanne évidemment, donc il y a peut-être moins de choses à faire que sur Lyon, de trouver un peu un passe-temps et de s'amuser un peu à créer quelque chose de concret quoi, pour une fois. Et vous, il me semble, Alexis, que vous êtes dans l'équipe technique au niveau mécanique, c'est ça? C'est ça. Alors, quel est votre rôle exactement? Alors, cette année, je suis aussi président de l'association, donc c'est-à-dire que je fais tout ce qui est papier, j'essaie d'emmener donc toutes les équipes à la Coupe de France, donc ici tout niveau logistique. Et étant donné que je suis en 4e année, dans l'association, on n'a pas vraiment l'obligation d'apporter un robot, c'est plus nos 3e années qui sont dans l'obligation quelque part de faire avancer le projet. Donc on est là juste en retrait pour les aider. On essaye quand même de monter un robot et là je suis cette année encore une fois dans la partie mécanique, donc je monte une base roulante. C'est moi qui choisis les composants et qui les monte. Après je laisse les équipes électroniques et programmation faire le reste. Vous êtes environ combien de personnes par équipe? Alors en 4e année, donc, comme on a une charge de travail qui est supplémentaire avec les cours, généralement il y a moins de personnes qui sont intéressées, donc là on est 3 cette année. En 3e année ils sont 20. Donc il faut aussi savoir que notre filière est en expansion au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans ils étaient 10, l'année dernière on était 20, cette année ils sont 35. L'objectif c'est d'essayer d'arriver à 50, donc typiquement on peut avoir jusqu'à 50 personnes
présentes dans l'association pour bosser dessus. Donc vous sentez que la robotique est de plus en plus populaire, que c'est quelque chose qui commence à intéresser de plus en plus de monde? Alors ça intéresse de plus en plus de monde, ça fait peur aussi à de plus en plus de monde, les gens qui ne s'y connaissent pas entre guillemets, qui voient ça de loin. Après, il y a la geek culture qui a permis de vraiment de faire connaître la robotique, hein, quand on voit tous les films, les mangas, toutes ces choses-là. Les gens s'intéressent de plus en plus en se disant c'est vraiment génial, ce serait cool que ça arrive chez nous. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'on se rend compte que ce qui se passe dans les mangas, enfin ce qui se passe dans les mangas par exemple il y a 30 ans, ça commence à voir le jour maintenant et franchement, nous quand on voit ça, on se dit chapeau quoi, on aimerait bien en faire partie. On serait sorti un peu du fantasme du robot comme on l'imagine dans les films, pour se rendre compte que la robotique elle est partout peut-être? Je mets un bémol parce que le fantasme du robot dans les films type Terminator, c'est déjà construit, ça existe notamment aux USA et c'est d'ailleurs un danger. Par contre, pour le grand public, se fabriquer son propre drone, c'est relativement simple. Vous avez des dizaines de sites de modèles réduits sur Internet qui vous offrent les plans, qui vous donnent les composants achetés et après, c'est comme le mécano quand on était petit. On met un fil, on met un moteur et ça marche tout seul. Et systématiquement, ce qui est proposé, ça c'est un petit peu l'intérêt d'Internet, ça donne des choses qui fonctionnent. Parce que faire un prototype, c'est pas toujours gagné, j'en ai cassé pas mal. Donc il y a aussi ce côté communautaire finalement, de plus en plus de gens qui ont de plus en plus accès à des informations et ça leur permet de s'y intéresser plus facilement ou d'avoir l'impression que c'est plus facile de concrétiser quelque chose? Dans le cadre de la Société lyonnaise des inventeurs, on défend le droit de la propriété intellectuelle. Donc quand vous déposez un brevet, c'est effectivement pour en tirer de l'argent derrière. Il y a très peu de gens qui ont déposé des brevets qui les ont donnés au monde entier. L'open source, pour nous, ça nous pose un problème en termes de fonctionnement pour les brevets, mais par contre, c'est un bon moyen pour les gens de se former. Donc les deux, je dirais, ne sont pas complètement compatibles, mais ne sont pas adversaires non plus. Je vous vois faire la grimace, Alexis. C'est-à-dire qu'à notre niveau, l'open source, c'est vraiment une chance et sans ça, on ne pourrait même pas se lancer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'open source, nous, à la base, faudrait qu'on attende d'être dans le milieu de l'entreprise pour avoir accès à toutes ces informations-là. Et c'est pas forcément évident plus on attend et plus c'est compliqué de s'y intéresser, de rentrer dedans. Après moi je comprends que si y a des gens qui doivent gagner leur vie avec ces choses-là et donc le problème c'est qu'il faut faire un compromis à un moment quoi. Il faut faire un compromis à un moment je pense. Et vous à la Société lyonnaise des inventeurs, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de gens qui viennent vous voir? Est-ce que les gens ont plus cette impression qu'ils peuvent concrétiser quelque chose? Alors la Société lyonnaise des inventeurs étant quand même relativement âgée, il y a eu une reprise en main il y a 2 ans avec la création de ces 2 commissions, une publicité dans le quotidien régional que je ne citerai pas, et donc ça nous permet tous les lundis, on reçoit 3 à 4 inventeurs. À la commission PME Innovation, on reçoit 3 à 4 inventeurs, mais c'est un vendredi par mois. Mais pour vous donner un ordre d'idée, depuis le 1er janvier 2016, on a 40 adhérents de plus. D'accord. Ce qui fait qu'à la fin, pour l'Assemblée Générale qui est fin avril, on peut estimer quand les adhérents de l'année dernière, ceux des années d'avant et les 40 nouveaux, on va être une petite centaine. Mais c'est vrai que les gens viennent et le milieu étudiant se déplace maintenant. Et notamment, on a un gars qui nous fait un robot. J'ai pas le droit de vous dire ce que c'est comme robot, mais il fait un robot qu'on va dire grand public. Pas pour jouer, pour une application, je dirais, pratique, technique. Ça fait 6 mois qu'il travaille dessus et il est venu nous voir directement. Alors de notre côté, moi je suis en train d'établir le record de durée pour drone de moins de 5 kg, grâce au soutien de 2 sociétés DC2 qui vous connaissent d'ailleurs, et la société Avia. Si ça va jusqu'au bout, ça me permettra derrière de distribuer plus facilement. Et on a aussi donc dans nos ateliers, on parlait tout à l'heure de geek culture, on a aussi Geoffrey qui a mis au point une table de relaxation avec des ondes vibratoires et des ondes sonores. Je vous conseille de venir l'essayer. Ah bah avec plaisir, on a toujours besoin de se reposer un petit peu. Justement, donc là vous êtes sur le salon pendant les 2 jours, il y a énormément de monde qui passe à vos stands. Qu'est-ce qu'ils peuvent trouver? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir découvrir? Alors on a amené, donc j'ai amené mon drone déjà pour le record qui doit être établi dans le mois suivant. Nous avons Little Big qui est avec nous, les briques, les Lego électroniques, et nous avons Geoffrey avec sa table de relaxation. En même temps, on affiche quelques inventions qui ont déjà été présentées à notre concours d'invention annuel. Donc, si vous avez une voiture électrique, on a quelqu'un qui a mis au point une remorque avec un moteur dedans, parce que votre voiture électrique a 150 km d'autonomie. Cette remorque, vous lancez le moteur, vous rechargez votre batterie, vous arrivez à Marseille. Voilà. Ça aussi, c'est de la geek culture quelque part, l'électrique. Oui, complètement, cette recherche d'innovation, et puis de toute façon, la science en général fait partie de la geek culture.
Et de votre côté, alors qu'est-ce qu'on trouve sur le stand du Rire? Alors sur notre stand, on trouve les robots qu'on a commencé à concevoir cette année. Donc on présente un peu ce qu'ils sont capables de faire à l'heure actuelle et à quel niveau on veut arriver. On explique aussi aux gens comment ils peuvent créer ce genre de robot, en leur montrant que c'est pas si compliqué que ça, qu'en s'y mettant un petit peu, on peut le faire. Et puis on présente aussi l'école, au passage, pour avoir un peu plus de renommée, c'est normal. Qu'est-ce que vous pensez du niveau high-tech, entre guillemets, de la région lyonnaise? Est-ce que vous trouvez que c'est une région qui est spécialement active dans ce domaine-là? Alors ça dépend dans quoi. Tout le monde sait que dans la région lyonnaise, par exemple, tout ce qui est nanotechnologie, c'est plutôt Grenoble. Tout ce qui est médical, c'est plutôt Lyon. Et maintenant, le problème, c'est quand on fait de la création, c'est trouver de l'entreprise qui soit à même de réaliser la création. Dans le cas d'un hélicoptère électrique, je suis parti en Franche-Comté. Je n'ai pas trouvé une seule entreprise à Lyon capable un appareil grandeur, un monoplace où on s'assoit dedans. Je n'ai pas trouvé une seule entreprise dans la région. On a des idées, mais c'est la réalisation qui... Ça pose des problèmes. Alors il est vrai que certaines parties, comme dans les jeux vidéo et autres, grâce à Bruno Bonnel qui avait un Infogrames, ça a pris une grosse extension. Mais on a quand même des limitations. Et puis avec la nouvelle région, on ne sait pas ce que ça va donner non plus. Et votre avis, Alexis, sur le niveau high-tech de la région? Comme je vous dis, on n'a pas forcément beaucoup de contacts avec les entreprises. On est plus centré sur la région de la Loire en plus que Rhône. Je la trouve moins active. Ils sont plus dans le domaine technique, manuel. On trouve plus d'entreprises qui par exemple forment le métal ou ce genre de choses, des fonderies aussi, que d'entreprises vraiment technologiques. Je pense qu'il y a aussi certaines entreprises ont du mal à passer le pas. J'ai personnellement fait un stage de 6 mois dans une entreprise de fonderie qui sont encore très manuelles, alors qu'il y a beaucoup de techniques, maintenant qui permettent d'augmenter la production ou d'améliorer cette production-là. Et ils n'osent pas passer le pas parce qu'ils ont peur de s'y perdre et de perdre de l'argent là-dedans. Et puis c'est des entreprises aussi qui emploient des gens depuis des années qui n'ont pas forcément envie de changer leur manière de travailler. Et je pense que c'est ce qui freine un peu. Il a raison sur le fait de l'âge des personnes, parce que l'agriculture, il n'y a qu'à voir le public qui était là hier, c'était moins de 30 ans. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un a 50 ans et est dans une entreprise, s'il n'a pas commencé l'informatique dans les années 80, il ne s'y mettra pas la semaine prochaine. Ça, c'est certain. Donc vous pensez que le public a besoin justement de sang neuf un petit peu dans ce domaine? Vous savez, c'est un peu une révolution industrielle. Lorsque quelqu'un était maréchal ferrant avant-guerre, après-guerre, il a fait de la mécanique automobile. Aujourd'hui, les gens qui travaillent encore sur un tour à commande manuelle seraient dépassés par les tours à commande numérique. Il faut se remettre en question, il faut accepter ce changement parce qu'on n'ira pas contre le progrès, il ne faut pas se leurrer. Donc il faut que les gens se forment et à tous les âges. Donc vous êtes vous-même des acteurs de cette évolution et de cette avancée? Depuis 1983, j'ai créé une dizaine de programmes informatiques, une trentaine de brevets, une vingtaine de modèles déposés. Et ça m'a forcé à me tenir au courant de ce qui se passait dans l'informatique, à apprendre l'impression 3D il y a 6 mois de ça, et ainsi de suite. En sachant que maintenant, je prends des prestataires aussi assez souvent. Ça fait rêver un tel parcours? J'espère avoir le même. Bien plaisir. Et justement, vous, votre avenir, vous le voyez toujours dans la robotique ou bien dans d'autres domaines qui vous intéressent? J'aimerais beaucoup travailler dans la robotique, et notamment dans la robotique médicale. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à trouver, et c'est un domaine qui est, je pense, porteur et qui pourrait amener de nouvelles solutions. Alors c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, vous pouvez nous en dire un peu quelques mots? Oui. Les robots dans la médecine Les robots dans la médecine, on en voit déjà plusieurs. Il y a une société en France qui est très réputée là-dedans, qui s'appelle MedTech, qui est basée à Montpellier, qui a créé, il me semble, le premier robot chirurgien. Donc c'est-à-dire que les chirurgiens n'ont même plus besoin d'être au bloc opératoire, et c'est un robot qui fait les opérations, ce qui est quand même un avantage certain pour le chirurgien qui doit généralement pratiquer pendant plusieurs heures. Si c'est un robot qui le fait à sa place, généralement ça va quand même vachement mieux et vachement plus vite. La robotique aussi peut permettre de faciliter certaines choses. Il vient d'avoir un exemple qui est passé sur une chaîne de télé. Une petite société a créé un robot dans lequel un défibrillateur est intégré. Si quelqu'un fait un problème cardiaque, il fait le 17, le drone arrive et il y a un écran avec l'opérateur derrière qui explique, ce qui évite les problèmes d'embouteillage, etc., etc., etc. Au niveau médical, il y a des choses à faire, je pense. Est-ce qu'on risque pas d'être dépassé un jour par la technologie? Là, c'est le problème pour l'instant de l'intelligence artificielle qui est beaucoup discutée en ce moment.
Personnellement, je pense que faire des robots tueurs pour l'armée, je suis officier de réserve, c'est pas un problème, mais je pense que le problème du robot tueur est un gros problème. On va en arriver à Terminator, un de ces jours. Alexis? Je suis d'accord aussi. Après, dépasser, si on reste dans les cadres d'usage technique pratique, autre que l'armée, encore que on se rend compte que toutes les technologies qu'on a aujourd'hui passent par l'armée au préalable. Donc, quelque part, on est quasiment obligé d'y passer, même si on pourrait, je pense, bien s'en passer. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, même si c'est pour faire un robot qui remplace une domestique à la maison, si le robot se détracte et qu'elle a un couteau de cuisine dans les mains, ça va faire mal. Très bien, je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu avec nous sur le plateau. Donc pour tous les curieux et les inventeurs en herbe qui voudraient les retrouver, donc, il s'agit de la Société lyonnaise des inventeurs et de la robotique des ingénieurs de Roanne. Vous pouvez les retrouver au E=MC2 Corner, qui se trouve donc dans la Geek Zone derrière nous. Merci beaucoup messieurs, on vous retrouve dans le salon du coup. Merci Caroline. Merci à vous.